Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game is game. The game is game. The game is game. The game is game. Always. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouveau podcast de l'équipe Rivers Basket Session. La saison régulière NBA a pris fin hier. On se prépare pour les playoffs, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets un petit message personnel. Voilà, j'ai un ancien coéquipier, un des intérieurs avec qui j'ai joué, avec qui j'ai préféré jouer, qui s'appelle Ahmed Taoufik. Il a été victime d'un grave accident de la route il y a 2 ans de ça maintenant, et il vient de lancer une campagne de financement pour l'achat d'un nouveau fauteuil électrique. Alors je sais que parfois le terme de communauté est un peu galvaudé, mais j'ai le sentiment quand même que dans le basket en France, on a une communauté basket qui existe, qui est tangible. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde de participer. Je sais que tout le monde, voilà, la vie est dure pour tout le monde. On est sollicité de part et d'autre. Mais si vous avez l'occasion de participer, je mets un lien dans la description de ce podcast. Si vous avez ne serait-ce que l'opportunité de partager en fait cette campagne ou d'envoyer de la force à Ahmed, je vous en remercie d'avance. Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'inspirant. Je fais pas du tout dans le larmoyant parce que c'est une des personnes les plus fortes mentalement que j'ai eu la chance de croiser. Donc je sais qu'il va rebondir et je sais que si vous pouvez lui envoyer de la force, ça le motivera encore plus. Voilà, il y a un petit lien dans la description de ce podcast. Je fais pas plus long. Allez jeter un œil. Partagez si vous en avez l'occasion. Je vous remercie déjà de l'attention que vous aurez prêtée à ce petit message. Et on va partir sur un sujet qui passionne et qui passionne toujours Ahmed, c'est le basket, les playoffs, les moments où ça joue dur, où ça castagne, les moments où je savais que je pouvais compter sur lui dans la raquette. Pour me rejoindre dans cette discussion, je suis bien sûr épaulé par Shai Poetan Mamou et Antoine Pimel, le BMF international, qui sont prêts comme tous les jours pour répondre aux défis qu'imposent Basket Session et Rivers. Et d'ailleurs, on vous invite à rester à l'écoute de ce qui se passe sur Basket Session. On vous prépare quelque chose de grand de ce côté-là. L'idée de ce podcast aujourd'hui, c'est un petit peu en preview du play-in et des playoffs qui vont suivre. On a identifié 7 grandes questions voilà, qu'on se pose entre nous, sur lesquelles on discute en coulisses, et on a eu envie de vous les soumettre et de vous dire aussi si on y croit, si on n'y croit pas, en fonction des moments forts ou des capacités de chaque équipe ou de chaque joueur important des franchises qui vont s'affronter. Première chose, déjà, une petite question, Shai, Antoine, est-ce qu'il y a eu des surprises? Alors, ce matin, on parlait, vous avez fini de résumer les derniers matchs dans le CQFR de ce matin, mais est-ce que vous avez eu des surprises, vous, sur la fin de saison, soit des équipes qui se sont mises à performer plus forte que ce que vous aviez imaginé, ou des équipes qui sont en dessous de vos attentes? Est-ce que vous avez été surpris par cette, allez, on va dire, dernière semaine, 10 derniers jours de saison régulière? Ouais, je dirais bien, comme j'ai dit ce matin, que Phoenix m'a un peu surpris positivement, parce que j'avais presque acté dans ma tête que les Suns devraient passer par le play-in, et au final, ils ont plutôt bien géré leur fin de saison. Et ce qui m'a surpris, enfin à moitié surpris, c'est le fait de voir des équipes lâcher des matchs pour cibler, pour calculer au classement sur quelles équipes elles tomberaient, ou en tout cas sur quelles équipes elles tomberaient pas tout de suite. C'était un peu décevant, je trouve, même si c'est pas la première fois que ça arrive. Ouais, voilà pour moi. Alors moi, c'est pas une énorme, enfin c'est pas le truc le plus fou de l'année, mais ça reste quand même une semi-surprise de voir que les Pacers ont quand même tenu bon. C'est une agréable surprise. Alors on savait que c'est une équipe qui progresserait, mais ce que j'entends par surprise, c'est qu'il y avait quand même la pression de Philadelphie et Miami, 2 grosses écuries derrière. Il n'y avait pas le calendrier, il y avait le retour de Joel Embiid. Il n'y avait pas forcément le calendrier le plus facile du monde. Et Indiana a quand même tenu bon pour s'accrocher à son 6e rang. Donc j'avoue que ça m'a un peu surpris. Moi, quand j'essayais je ne sais pas si vous vous souvenez, dans certains CQFR, on essayait de se dire, donc là, tel match. En regardant le truc, je pensais que soit Indiana, soit Orlando allaient finir par se retrouver dans le play-in et laisser sa place aux Sixers, et que les Sixers allaient pouvoir s'en sortir, ou le Heat. Et au final, non, Indiana, Orlando, Cleveland, etc., toutes les équipes ont tenu plus ou moins leur place et ont réussi à finir dans le top 6. J'avoue que ça m'a un peu surpris. Ouais, ce qui est toujours intéressant de toute façon avec ces matchs de play-off, c'est de voir en fait de voir quelles équipes auront été capables de rester sur la bonne dynamique qu'ils ont eu en saison régulière
et d'assurer en play-off, d'assumer leur statut ou d'assurer dans la lancée de ce qu'ils sont en train de faire, ou quelles sont les équipes à l'inverse qui attendaient avec impatience d'être en play-off en se disant mais nous on joue que quand ça joue pour de vrai, pour l'instant on s'en fout un peu de la saison régulière. Il y a pas mal des questions qu'on va se poser aujourd'hui qu'on trait à ça. Je vais commencer par une équipe qui est quand même incontournable. C'est vrai qu'on en fait toujours beaucoup. Parfois certains peuvent reprocher que les Lakers occupent le devant de la scène médiatique, qu'ils soient bons, qu'ils soient pas bons, qu'ils soient catastrophiques, de toute façon on parle d'eux, mais on est quand même obligé de parler d'eux. Je vous propose qu'on commence par parler des Lakers. Et moi, il y a une question qui se pose, je trouve, concernant cette équipe, c'est de savoir si leur attaque, qui a été excellente sur les dernières semaines de la saison régulière, leur suffira pour maintenir leur standing, leur statut. Ils vont devoir passer par le play-in. Je vais peut-être vous rappeler ça. Pardon, pour commencer, oui. Donc les Lakers vont, dans le match de play-in, vont affronter les Pelicans pour une qualification directe pour les playoffs. De l'autre côté du bracket, pour le play-in, il y aura un match Kings-Warriors qui sera suivi. Le vainqueur de cette équipe-là jouera le perdant de la série Lakers-Pelicans. De l'autre côté, donc, on aura le vainqueur de Heat-Philly qui ira directement en playoff. Et derrière, le vainqueur de Bulls-Hawks qui affrontera le perdant de la série Philly-Miami. Voilà, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Donc pour revenir sur les Lakers, ils ont été excellents ils ont été bien meilleurs plutôt sur cette fin de saison régulière que sur le début de saison régulière. Est-ce que vous pensez que cet état de forme leur permettra d'espérer aller loin? C'est Antoine qui est estampillé hater en chef des Lakers dans les commentaires de nos vidéos, donc je vais le laisser commencer. Alors loin, ça dépend ce que tu appelles loin. Je pense que l'attaque des Lakers, c'est le premier point fort des Lakers. Ils ont 5 joueurs offensivement très forts dans leurs 5 majeurs. Et d'ailleurs, ça marche mieux pour Los Angeles depuis que Darvin Ham s'est dit bon, je vais mettre mes 5 meilleurs joueurs dans le 5, c'est-à-dire D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura et Anthony Davis. Par contre, je pense que ça ne peut pas suffire à gagner même ne serait-ce qu'une série, pour être honnête. Donc, si les Lakers venaient à sortir du play-in, que ce soit en 7 ou en 8e position, je pense que les Lakers n'auraient pas assez d'arguments au-delà de leur attaque pour vraiment faire mieux que belle figure sur une série, aller éventuellement. Le max du max, je crois qu'on nous avait posé une question une fois de leur plafond. Pour moi, le max du max de leur plafond, c'était une demi-finale de conférence. Je ne vois pas Los Angeles gagner 2 séries parce que je pense qu'il y a des vraies lacunes défensives. Il n'y a plus du tout de banc. Il y a une rotation. Gabe Vincent, ça n'a pas pris. Il y a eu des blessures. Taurean Prince, il peut être intéressant quand il est avec d'autres bons joueurs autour de lui, mais le banc est très très faible. Et en fait, ces mecs-là, ils vont devoir jouer les 5 majeurs dont je parlais, le 5 majeur très fort. Ils vont devoir jouer beaucoup de minutes. Et il y a peu de bons défenseurs dans 5. Il y en a un, c'est Anthony Davis. C'est le seul. Alors, c'est peut-être le meilleur défenseur de la ligue. Mais j'arrive à imaginer, par exemple, tous les adversaires des Lakers se dire, bon, bah, de toute façon, dès qu'Anthony Davis, on l'éloigne du cercle en l'impliquant sur un pick and roll, il n'y a plus rien derrière. Et c'est-à-dire que non seulement il y a des joueurs, alors LeBron, il est capable de défendre, bien sûr, par moment, mais il n'a plus l'âge et il a beaucoup de responsabilités offensives. Mais tu as des joueurs qui, en plus, en fait, sont sujets à des erreurs. C'est-à-dire qu'Austin Reeves, c'est un mauvais défenseur, mais ce n'est pas forcément toujours un mauvais défenseur quand il est face à toi, face à son porteur de balle. Il est mauvais défenseur sur tous les déplacements en dehors, sur tous les oublis de rotation, sur des trucs comme ça, les D'Angelo, les Reeves. Bon, Hachimura, un peu moins que les deux autres, mais c'est des points sur lesquels une attaque peut insister pour faire chuter les Lakers. Et du coup, eux vont devoir tout miser sur leur propre attaque et je ne pense pas que ça suffise. Je pense que leur défense et leur banc, c'est 2 lacunes trop fortes pour espérer mieux que gagner une série. Gagner une série, ce serait déjà, je pense, aller en playoff et gagner une série, je pense, serait presque déjà une réussite pour les Lakers à ce stade. Sachant que s'ils gagnent une série, ça voudrait battre soit les Nuggets, soit le Thunder. Soit le Thunder, exactement. Alors, ça me semble évidemment impensable contre les Nuggets, mais j'ai vu beaucoup de gens dire que les Lakers savaient exactement ce qu'il fallait pour battre les Nuggets. J'y crois pas une seconde, évidemment. Mais du coup, pour tous les fans des Lakers qui pensent qu'il y a une vraie chance contre Denver, ce serait intéressant qu'on ait cette série. Et peut-être qu'au final, ils me donneront tort, tu vois. Mais ouais, je pense que le banc et la défense fait que Los Angeles peut vraiment pas viser mieux qu'une demi-finale de conférence. Comment essayer de redonner espoir aux fans des Lakers après ce bel argumentaire d'Antoine. J'ai tendance à plutôt penser comme toi, même si leur plafond, indépendamment de la série potentielle, là c'est sûr que tu dis Denver ou OKC, ça fait peur, surtout Denver. OKC, tu peux encore te dire, bon, il y a le manque d'expérience, tout ça, ça peut peut-être entrer en ligne de compte.
Moi, je regarde plus attentivement. Et alors oui, l'attaque sera importante. Il faut réussir à scorer fort. Mais moi, je suis un peu obsédé par leur défense et les difficultés en dehors d'Anthony Davis. Est-ce qu'Anthony Davis va réussir à tenir le coup physiquement avec la pression qu'il va y avoir sur lui, tellement il est important? Est-ce que LeBron va réussir à je vais dire se faire violence? Je pense qu'il est plus dans l'économie qu'incapable de défendre. Tu le sous-entendais. Il essaye de garder des forces. Je le crois capable, par contre, moi, sur une série d'y arriver. Tout dépendra aussi de l'adversaire. Et le reste, effectivement, ça me paraît très, très léger. Par contre, tu vois, il y a le dernier match de saison régulière contre les Pelicans. C'est un modèle de ce qu'ils doivent faire et de ce qu'ils sont capables de faire. Après, c'est un match sur toute une série contre une équipe supérieure aux Pelicans. Parce que je pense que les Lakers vont, si je dois faire mes pronostics aujourd'hui, je pense que les Lakers vont battre les Pelicans. Mais par contre, la série d'après sera compliquée. Répéter ces efforts-là quand tu as un groupe dont les joueurs majeurs sont soit âgés, soit pas toujours fiables physiquement, c'est compliqué. Donc pour répondre à la question, je pense pas que l'attaque leur suffira, mais je pense que c'est possible au moins de gagner une série par contre. Alors, moi j'ai quelques stats à vous soumettre, notamment sur le rendement offensif de cette équipe des Lakers. Effectivement, comme tu l'as souligné, Antoine, à partir du moment où Darvin Ham a changé sa rotation, ça a changé toute la puissance de frappe offensive de cette équipe des Lakers, qui avait le 23e meilleur rating offensif avant le All-Star Game, et qui a le 15e meilleur rating offensif sur la saison, donc une équipe middle, il n'y a pas d'autre terme. Depuis le All-Star Game et le changement donc, de line-up, les Lakers sont le 4e meilleur rating offensif, sachant que sur la saison, par contre, ils ont le 23e pire rating défensif, donc c'est une équipe vraiment qui est, malgré tout ce que peut faire Anthony Davis, qui n'a pas la capacité d'enchaîner les stops. Et une des raisons pour lesquelles le rating offensif des Lakers a augmenté depuis le All-Star Game, au-delà en alignant les meilleurs joueurs, c'est aussi que leur pourcentage de réussite à 3 points est devenu le 3e meilleur de la ligue. Ils ont le 3e meilleur pourcentage de réussite à 3 points depuis le All-Star Game. Moi, ce sont des stats qui me font un peu peur pour les Lakers, parce que l'histoire a montré que les équipes dont le succès repose avant tout sur l'adresse à 3 points, souvent, une fois les playoffs arrivés, les ajustements défensifs en face font chuter ce pourcentage-là. Je pense qu'une bonne partie du succès des Lakers repose là-dessus. LeBron qui signe, je pense que ça va être même sa meilleure saison en carrière dans cet exercice. Il est au-dessus des 40% et je pense qu'il n'en a jamais pris autant non plus, parce que voilà, avec l'âge aidant, c'est plus simple que d'attaquer le cercle comme il le faisait par le passé. Je vois bien comme toi, Shai, les Lakers passer les Pelicans si besoin, ou du moins sortir du play-in. Autant je vois pas de scénario, honnêtement, dans lequel je puisse imaginer cette équipe de Los Angeles passer les Nuggets ou le Thunder au premier tour. Je pense que défensivement, c'est trop faible. Je suis pas sûr que tu puisses vraiment jouer longtemps avec à la fois D'Angelo Russell et Austin Reeves dans le backcourt sans te faire exploiter défensivement. Par rapport à ce que tu disais, Antoine, pour Austin Reeves, c'est pas que c'est... Moi, je le trouve pas catastrophique comme défenseur, en fait. Simplement, c'est l'association des deux, en fait. L'association des deux, je pense que c'est trop, et je vois pas comment les Lakers, sachant que c'est une équipe qui joue pas très vite, pourraient trouver le moyen de compenser tout ça et d'afficher le même rendement offensif en play-off face à des défenses qui vont savoir cibler toutes leurs forces. Donc ça fait 0 sur 3. Personne n'y croit, en fait. Personne. Si, vous êtes peut-être un petit peu plus optimiste. Vous avez dit tous les deux pas passer le deuxième tour. Moi, je les vois pas passer le premier tour, honnêtement. Moi, je les vois pas passer. Non, j'ai dit, moi, je les vois même pas. J'ai commencé par dire, je ne voyais pas gagner une série. Mais je peux ouvrir. Pour moi, c'est leur plancher absolu d'aller au deuxième tour. Le plafond. Élimination. Leur plafond absolu. Oui, le plancher. C'est le tableau en fait qui fait ça, parce que je pense que contre d'autres équipes, j'y aurais peut-être un peu plus cru. Ah oui. Là, bon, OKC, comme je l'ai dit, moi je les vois aller très loin, mais je n'exclus pas que la jeunesse et l'inexpérience fassent aussi leur œuvre. Par contre, contre les Nuggets, je vois aucun monde où les Lakers battent les Nuggets. Donc oui, dans ce cas-là, leur plafond, vu le tableau, pour moi, c'est un premier tour ou max vraiment une demi-finale s'ils arrivent à passer OKC, si c'est OKC. Allez, je vous propose d'enchaîner avec une deuxième question. On va partir à l'Est un petit peu. Une équipe qui avait qui avait créé la surprise en début de saison, les Sixers, qui avaient pris un petit peu tout le monde par surprise. Moi, le premier, en tout cas, jamais, je le redis encore une fois, je n'avais imaginé que les Sixers pourraient rebondir aussi bien. Derrière, qui ont eu beaucoup de mal, en toute logique, durant la période où ils ont été privés de Joel Embiid. Joel Embiid qui revient, mais qui manifestement n'est pas à 100% de ses moyens. Les Sixers qui avaient quand même fait le choix à la trade deadline de renforcer leur équipe dans l'optique, en
misant sur le fait que Joel Embiid pourrait revenir en playoff. Donc quand même un roster qui a été, pas reconstruit, mais qui a été renforcé dans l'idée d'essayer d'aller loin durant cette campagne de playoff. La question, c'est est-ce que les Sixers peuvent vraiment espérer, malgré tout, aller loin et monter une vraie campagne de playoff digne de ce nom. Donc pour rappel, ils vont jouer le 8 au premier match du play-in, et derrière, donc soit ils sont qualifiés directement et ils jouent les Knicks au premier tour, soit ils devront passer par un autre match de play-in face aux Bulls ou aux Hawks avant de croiser le chemin des Celtics. Donc, question, est-ce que les Sixers peuvent vraiment espérer aller loin? Moi, je pense pas. Je pense pas, et je pense que là, ça peut être qu'une bonne surprise, qu'une agréable surprise s'ils arrivent à avancer vraiment loin dans le tableau. Parce que je suis pas rassuré par ce que j'ai vu de Joel Embiid. Tu le disais, j'ai l'impression qu'il est fort logiquement diminué, qu'il est revenu parce qu'il fallait revenir. Il m'a l'air un peu emprunté, et chaque année, quand Embiid a des soucis physiques, ça se traduit par des playoffs compliqués. Et du coup, j'ai l'impression que là, c'est presque du bonus. Ils ont une bonne équipe quand même, hein. Tyrese Maxey, Buddy Hield, il y a de quoi faire pour l'expérience, un mec comme Kyle Lowry. C'est juste que j'ai l'impression qu'Embiid ne pourra jamais être à 100%, et qu'il y a un moment, et très rapidement, tu vas tomber contre des équipes qui sauront exploiter le fait qu'il n'est pas à 100% et qu'il ne peut pas être aussi dominant que ce qu'il a été par le passé. Donc pour moi, je les imagine absolument pas aller loin. Même le tableau me paraît pas ultra favorable. Donc non, tout simplement. Moi, je pense que oui. En fait, je pense qu'ils peuvent aller loin, mais je les vois pas gagner, par contre. Je pense qu'ils ont la possibilité d'aller loin, dans le sens où, avec Embiid, cette saison, cette équipe, elle a gagné 31 matchs sur 39. C'est un meilleur pourcentage de victoire que les Celtics. Donc ça, c'est les Sixers avec Embiid cette saison. Je pense que c'est une équipe, si Embiid avait été au complet toute la saison, on en aurait parlé comme... S'il avait été en forme, il était au complet, Ouais, j'espère. Oui, pardon. Si les Sixers avaient été au complet toute la saison, je pense que... Ils auraient été numéro 2, ouais, je pense. Ils auraient été, mais peut-être même numéro 2 de la ligue, en fait, carrément. Je pense qu'ils auraient eu même un meilleur bilan que le Thunder, que les Nuggets, etc. Ça aurait été sans doute le deuxième meilleur bilan de la NBA. Ça aurait peut-être été une autre équipe à 60 victoires. Maintenant, de toute façon, Embiid pas à 100% en playoff, j'ai envie de dire qu'on a l'habitude. Mais malgré ça, tu vois, par exemple, tu parles du tableau. Moi, je trouve que leur tableau, pourquoi je les vois aller loin, c'est qu'on est sur une conférence Est très ouverte, avec une locomotive et pas deux. On imaginait qu'il y en ait deux, au final, il n'y en a qu'une. Et derrière, toutes les équipes, pour moi, sont très proches. Mais même, tu vois, par exemple, Miami me semble très proche de Milwaukee, de New York, Philadelphie, Indiana, toutes ces équipes. Bon, Cleveland, Orlando, j'y crois un peu moins personnellement, mais ou Indiana, évidemment, j'y crois aussi un peu moins, mais c'est des équipes, je pense que dans l'ensemble, c'est plutôt très homogène. Et justement, Philly n'est pas dans la partie de tableau de Boston. Donc, aller loin, ça veut dire rencontrer Boston le plus tard possible. Ça ne veut pas dire que Philly battra Miami sur le match de play-in. Ça ne veut pas dire que Philly battra New York. On rigolait un peu. Je te taquinais en disant que voir les Knicks trop loin, c'est le coup des Grizzlies de l'an dernier. En vérité, ce n'est pas vrai. Je pense que vraiment New York peut aller loin aussi. En fait, je pense que sur plein d'équipes de cette espèce juste derrière Boston, ce groupe derrière Boston, toutes les équipes peuvent avoir l'ambition d'aller loin si tu n'es pas dans la partie de tableau des Celtics. Et du coup, je trouve qu'il y a un monde pas si irréaliste où ils sortent les Knicks, où ils sortent les... Alors, s'ils finissent 7e pour être dans la partie de tableau, pas de Boston. C'est déjà une première étape. Ils sortent les Knicks, ils peuvent sortir les Bucks derrière. Je ne dis pas que c'est forcément ce que je vois arriver, mais si on parle de possibilités, et on parle de possibilités plus ou moins crédibles, je pense que ça reste un scénario crédible, tu vois. Mais je pense qu'ils ont des atouts. Ils ont pas la meilleure équipe que Joel Embiid a eu dans sa carrière, parce qu'il y en a quand même eu une avec Jimmy Butler et Ben Simmons et Tobias Harris, mais ils ont une équipe qui est quand même très forte et surtout qui est taillée pour jouer avec lui. Et je pense que lui, il n'a jamais été aussi fort. Il ne sera pas à son 100%, mais aujourd'hui, le 80% de Joel Embiid, c'est peut-être aussi fort que le 100% de Joel Embiid il y a 2 ans, en fait. Je pense qu'il a passé ce cap. C'était vraiment le MVP absolu avant qu'il se blesse. Il va avoir, mine de rien... Alors, ils n'auront pas un premier tour facile dès le départ. C'est ça le truc, c'est que quand tu pars en sortant du play-in, tout devient une mission, quoi. Si tu termines 4e ou 3e et que tu as une équipe a priori un peu plus abordable, tu peux te permettre limite de reposer Embiid sur un match. Là, ils vont avoir besoin d'Embiid tout de suite et dès le play-in et à fond tout le temps. Et effectivement, je pense que sur la durée, ça rend la tâche impossible pour gagner le titre, qui reste quand même l'objectif affiché par les Sixers. Il faut traiter cette équipe comme un candidat au titre parce qu'elle se considère comme telle.
Donc, autant la traiter comme telle. Et eux, l'objectif, c'est finale NBA ou rien. C'est un échec, pas de finale NBA. Et je ne pense pas qu'ils iront en finale NBA, mais voilà, les voir gagner 2 séries, ça ne me semble pas improbable. Je ne suis pas certain qu'ils le fassent, mais ça ne me semble pas complètement improbable. Ouais, j'ai l'impression quand même que autant j'aurais été d'accord avec toi dans l'absolu, mais là j'ai l'impression que c'est quand même trop court pour Joel Embiid pour qu'il puisse porter cette équipe. Ce que je trouve ce qui est très dur pour eux en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bon scénario en fait. Parce que soit tu finis 8e et tu te manges les Celtics, et là je vois pas de scénario honnêtement dans lequel cette équipe des Sixers puisse passer Boston en fait. En partant du principe que Joel Embiid n'est pas à 100%, je ne parle pas dans l'absolu, je parle au vu des circonstances de la saison. Et l'autre truc, c'est que s'ils arrivent à passer Miami et qu'ils prennent New York au premier tour, j'ai l'impression que New York, c'est vraiment pas le bon, forcément non plus le bon type d'équipe à prendre quand tu es un petit peu diminué physiquement, parce que tu sais que ça va être dur en fait. Tu sais que tous les matchs vont être longs, tous les matchs vont être serrés, ça va jouer dur, ça va jouer physique. Si je dois voir un avantage peut-être dans le fait de devoir jouer New York, et on pourra y revenir plus tard parce qu'il y a une question autour de New York, c'est est-ce que les minutes accumulées par tous les joueurs des Knicks vont pas finir par les rattraper durant cette série de playoffs? Et effectivement, pour le coup, les Knicks, c'est une des équipes où je me dis, si jamais ils sont pas au complet par rapport à leur line-up habituel, il y a vraiment des failles à exploiter. Mais j'ai du mal à voir quand même cette équipe de Philadelphie pouvoir vraiment aller loin. Alors tu disais, oui, une équipe qui s'annonce comme candidate au titre, là je vois pas de scénario pour ça. Passer un tour, en fait, si tu passes un tour, bien sûr que ça t'ouvre pas mal de perspectives, parce que tu peux te dire, bon, bah, tu vas avoir aussi des matchs de repos un petit peu. Joel Embiid va peut-être avoir le temps de pouvoir se remettre complètement à flot, mais j'ai l'impression que ça. Voilà, le fait qu'il ait pu reprendre si tardivement, entre guillemets, dans la saison, risque d'être trop rédhibitoire pour Philadelphie, d'autant que, voilà, sur le dernier match, enfin l'avant-dernier match, on voit encore, il prend un appui un peu dur sur un lay-up, il ressort tout de suite pour aller au vestiaire. Tu sens qu'il est pas à 100%, quoi. Moi, si je les imaginais ne pas... Si j'ai dit que je les voyais pas aller loin, c'est aussi parce que sur le play-in, j'ai pris le parti de considérer que Miami allait passer et que du coup, Philadelphie serait dans la partie de tableau de Boston. C'est aussi pour ça. Mais après, sur l'autre partie de tableau, c'est possible. Mais toujours avec un Embiid à peu près en état de marche. Là, je sais pas, j'ai vraiment peur qu'ils doivent forcer, qu'il y ait un nouveau truc. C'est ça qui me rend pessimiste. Après, dans l'absolu, les joueurs sont là. Tu fais bien de rappeler le tout début de saison, ils étaient impressionnants. Embiid joue à un niveau incroyable et il était parti pour être le principal candidat à sa succession pour le MVP. Là, avec lui qui n'est pas à 100%, j'ai un peu plus de mal à l'imaginer. L'avantage, c'est qu'ils ont déjà pu le reposer un peu, en fait, depuis, mine de rien. Chaque jour qui passe, c'est a priori un jour où ça va un peu mieux. Juste, je vais quand même donner ces stats. Alors, par contre, vous avez tout à fait raison de souligner que ça se voit sur le terrain qu'il n'est pas tout à fait le même. Mais juste un Joel Embiid pas tout à fait le même, c'est quand même 30 points par match sur les 5 matchs depuis sa reprise, 49% au tir, 48% à 3 points, 88% au lancer franc, 9 rebonds, 5 passes, plus 6,6, je trouve que c'est presque ça le plus important, plus 6,6 pour les Sixers durant les moments où il était sur le terrain. Donc ça reste quand même un Embiid. C'est ça que je disais, je trouve que le Embiid à 80% aujourd'hui est plus fort que le Embiid à 100% d'il y a 2 ans. C'est plus la répétition des matchs qui m'inquiéterait. Oui, tu as raison. Non, mais vous avez raison. Est-ce qu'il va pouvoir le... Tu fais bien de noter ses stats, effectivement, et comme Shai, en fait, moi, c'est pas tant son impact quand il est sur le terrain, c'est plus le fait que je me dis, est-ce qu'il va vraiment pouvoir jouer tous les matchs, en fait. C'est plus là-dessus que ça se joue, sachant que, après, ça, c'est des choses, je pense, qui sont un peu trompeuses parfois, mais l'histoire, pour l'instant, en tout cas, montre que Joel Embiid n'a pas toujours réussi à avoir son rendement de saison régulière en play-off. Donc là, c'était l'année, justement, où... quelque part, il devait montrer enfin que c'était qu'il pouvait être le même monstre en play-off qu'en saison régulière. Là, je trouve que ça s'annonce pas terrible. On enchaîne avec une autre question. Et qu'est-ce que vous préférez? J'ai 2 transitions possibles. Rester sur la conférence Est ou repartir à l'Ouest. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Ouais, on a évoqué les Knicks, peut-être qu'on peut enchaîner avec eux si tu... Ouais,
C'est ce que j'allais dire. Donc New York est quand même une des très belles même surprises, ou du moins sensations de l'année. Voilà, retrouver New York deuxième, qui finit donc deuxième de la conférence Est, c'est quand même quelque chose. Voir cette équipe qui s'est reformée autour d'un... alors, je vais utiliser le terme franchise player, mais c'est pas forcément dans son acception habituelle. Je vais parler de Jalen Brunson. En tout cas, c'est le visage de l'équipe, clairement. Un visage qui colle avec la franchise, avec la ville. J'ai le sentiment qu'à New York, on n'avait pas vibré autant autour d'une équipe de New-Yorkaise depuis peut-être la Linsanity, c'est dire à quand ça remonte. Je vais commencer par ma petite question. Pour New York, est-ce que le cœur incroyable dont ils ont fait preuve tout au long de la saison, peut suffire? Parce que voilà, c'est une équipe coachée par Thibodeau. On sait ce que ça donne sur les aspects positifs. Ça défend dur, ça joue toutes les possessions, ça veut jamais accepter d'avoir perdu. Et en même temps, ça tire beaucoup sur la corde. Des joueurs qui jouent un nombre de minutes complètement dingue. Parfois même, on se demande si c'est raisonnable ou pas. Est-ce que vous pensez que voilà, le cœur dont ils ont fait preuve toute l'année pourra leur suffire en play-off? Non pas qu'ils manquent de talent, mais est-ce que ça pourra leur suffire à tenir le coup en cas de pépin, en cas de blessure? Ça va dépendre, ça suffira à quoi en fait, c'est ça dépend de l'objectif. Je pense que ça peut largement suffire à passer un tour, voire 2 tours. Je vais être très optimiste, et Antoine, tu l'évoquais tout à l'heure. Ça fait quelques jours, quelques semaines que je me suis pris d'un optimisme un peu peut-être trop important pour les Knicks, mais j'aime tellement le cœur que tu évoquais là. Il y a cette identité vraiment très propre à eux, où ils se bagarrent, où il y a un franchise player. Je pense que le terme n'est pas galvaudé, hein, parce qu'avant, on pouvait se dire, c'est le joueur qu'on voit le plus, mais là, il fait autant au niveau statistique qu'au niveau personnalité, c'est son équipe, c'est le leader, c'est lui auprès duquel Thibodeau passe aussi ses consignes sur le terrain. C'est le patron, c'est Jalen Brunson, et j'ai l'impression qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il grimpe pas dans les power rankings théoriques des meilleurs joueurs de la ligue. Et donc là-dessus, je suis optimiste, parce qu'il y a vraiment la capacité physique, technique à emmerder n'importe quelle équipe. T'en parlais aussi tout à l'heure, Théo. C'est pas un bon match-up même pour n'importe quelle équipe, parce que tu sais qu'ils vont pas c'est impossible d'envisager un 4-0 contre les Knicks, j'ai l'impression. Tu vas pas te reposer, tous les matchs vont être accrochés, ça va se bagarrer. Donc le cœur et le jeu aussi, parce que c'est une équipe qui joue plutôt comme très correctement au basket. Le cœur peut suffire à passer un tour ou deux. Moi, j'ai même été jusqu'à les mettre en finale de conférence. Je sais, c'est un peu étonnant, mais j'y crois, et presque encore plus depuis qu'on sait que Randle ne sera pas là. Et je dis ça en tant que gars qui aime vraiment beaucoup Julius Randle, mais ils n'ont pas du coup à se creuser la tête pour réussir à le réintégrer, à savoir comment lui redonner des ballons, lui redonner confiance pour un joueur qui historiquement est en difficulté en playoff, et il n'est pas le même joueur qu'en saison régulière. Là, la hiérarchie me semble très bien établie. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun sait qu'il doit défendre dur. Chacun sait que Brunson est le patron dans le clutch. Donc, le cœur peut suffire à aller loin. Par contre, on en revient à la même conclusion. Pour moi, en tout cas, je pense par contre que ça suffira pas à battre une équipe comme Boston s'ils arrivent à aller jusque-là, parce qu'il y a trop d'écart en termes de qualité, quoi. Sur la première, j'y crois pas pour les Lakers. Sur les Sixers, j'y croyais. Là, je suis partagé. Je suis vraiment au milieu des deux, même si je penche quand même plus pour l'optimisme. J'avoue que Shai, en plus, me convainc. Mais faut reconnaître qu'il y a vraiment un truc avec cette équipe new-yorkaise. Tu vois, même là, juste avant, je parlais des Sixers. C'est vrai que tu as une série Sixers-Knicks. Vraiment, les Knicks, ils peuvent la passer, tu vois. Y a même Sixers Heat, enfin même Heat Knicks, en fait, peu importe. J'ai l'impression que les Knicks ont quand même, depuis l'arrivée d'OG Anunoby, ont été un temps la deuxième meilleure équipe de la conférence Est, et ils ont fini à la deuxième place. Le gars, c'est un talisman. Il a 20 victoires, 3 défaites. Parce qu'il fit tellement bien avec cette équipe, en fait. Et alors, moi aussi, c'est vrai que je suis comme toi. L'absence de Randle, d'un côté, ça me rassure. Et de l'autre côté, par contre, je me dis que ça fait vraiment beaucoup de pression offensive sur Jalen Brunson. Je suis un peu plus sur l'optimisme, en me disant leur cœur, ça va suffire. Et d'un autre côté, je suis partagé avec cette idée que ça va faire beaucoup de minutes sur tous ces mecs-là. Il y a quand même eu beaucoup de blessés, donc il y a eu des moments où il a fallu jouer encore plus de minutes pour compenser, pour aller chercher cette deuxième place.
leur dernier match, c'est l'illustration. Tu vois, ils vont le chercher en prolong, quoi. C'est vraiment une équipe courageuse, c'est une équipe guerrière, et c'est une équipe talentueuse. T'as raison, il y a vraiment du talent. C'est pas que du cœur pour le coup. Il y a aussi vraiment quelque chose. Il y a de la défense, il y a un bon fit, il y a une très belle construction, et ça serait mérité qu'elle aille loin. On verra. Je suis pile entre les deux. Je suis désolé, du coup, je réponds pas complètement. Ouais. J'ai une petite pointe d'optimisme, mais je sais pas si c'est de l'optimisme purement réaliste ou parce que j'ai envie de voir cette équipe aller loin. J'aimerais bien que les Knicks, quand même, ils aillent loin, tu vois. Mais je suis un peu partagé. Moi, je suis comme vous, je suis quand même plutôt optimiste parce qu'en fait, je trouve que cette équipe, elle a quelque chose de pas si commun que ça, en fait. C'est une identité très forte. Et tout le monde connaît parfaitement son rôle. La hiérarchie, elle est hyper claire. C'est là où je te rejoins en partie sur l'absence de Julius Randle, Shai, c'est qu'en fait, ça clarifie les choses, quoi. Les choses sont très claires sur la hiérarchie, sur la manière dont qui va jouer le dernier ballon. Et en même temps, c'est une équipe dans laquelle je trouve que les role-players ont vraiment... ont embrassé leur rôle à bras ouverts. Tu vois des gars comme Josh Hart, comme Dante DiVincenzo, qui sont, voilà, ils jouent leur rôle à merveille, parfaitement. OG Anunoby, qui s'est vraiment fondu aussi dans le moule parfaitement. Tu sais que Tom Thibodeau, de toute façon, il n'a pas besoin d'attendre les playoffs pour resserrer sa rotation. Donc tu sais qu'il va jouer, tu vois qu'il n'y a pas de question. En fait, les mecs ne sont pas là à se poser la question de savoir s'ils vont rentrer sur le terrain ou pas, et combien de temps. Moi, ma seule crainte, vraiment, c'est le nombre de minutes qu'ont dû jouer tous ces mecs-là tout au long de la saison. Le fait aussi que c'est une équipe qui n'est pas si grande en termes de taille, tout simplement. Donc, comment dire, l'impact offensif, enfin, pas offensif, mais l'impact des Knicks, c'est vraiment par leur caractère, la dureté des joueurs, mais finalement, c'est pas une équipe si grande que ça. Tout ça me fait un petit peu peur pour aller très très loin. Par contre, je suis d'accord même avec toi, Shai. Je pense qu'il y a un scénario dans lequel une finale de conférence, c'est pas absurde. C'est pas absurde de les imaginer aller aussi loin que ça. Ouais. Il y a un autre petit espoir, je pense, pour les fans des Knicks, c'est que un mec comme Bogdanovic qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, je trouve que pour l'instant il donne pas vraiment le meilleur on n'a pas vu le meilleur de Bogdanovic, alors que c'est quand même un sacré joueur, et je pense que les playoffs, il peut apporter cette profondeur qui semble peut-être leur manquer jusque-là, notamment l'apport offensif, parce que si Brunson n'est pas dans un grand jour, il faut que DiVincenzo soit dans un bon jour, et il fait vraiment une saison incroyable. On n'a pas beaucoup parlé, mais en volume de points, c'est quand même assez impressionnant. Et ils ont des joueurs qu'ils ont réussi à responsabiliser aussi en cours de saison. McBride, après le trade et avec les blessures qu'il y a eu, je trouve qu'il s'est vraiment révélé. Voilà, il y a Mitchell Robinson qui est toujours là. Ça a été un membre important de l'équipe l'année dernière. Je trouve qu'il y a du monde, en fait. Il y a plus de monde que ce qu'on croit. Et les titulaires me semblent assez robustes. On n'a même pas parlé d'Hartenstein, qui a aussi fait une très très bonne saison après la blessure de Robinson. Il y a plein de choses et ils sont tous connectés pareil, et ça ressemble vraiment à une équipe qui peut faire un parcours. Tu vois, c'est pas la même équipe, mais le Heat de l'année dernière, avec cette connaissance des role-players, de leur rôle justement, enfin des seconds couteaux sans être péjoratif. Brunson peut être le butler quelque part, le mec qui prend feu offensivement sur n'importe quelle défense à un moment donné. Elle me fait un peu penser à cette équipe de Miami, quelque part. Alors, toute proportion gardée. Ouais, si, ça se tient. Ah, je suis tout à fait d'accord avec la comparaison, et tu sais, c'est un poncif en fait, un petit peu, où parfois on dit tout le monde peut, dans une équipe, tout le monde peut pas être un All-Star, mais le but c'est que tu sois le All-Star dans ton rôle en fait, que tu sois un All-Star dans ton rôle, c'est-à-dire que tu le joues à merveille, et je trouve que les Knicks ils sont exactement là-dedans, tout comme le Heat l'an dernier était là-dedans, où tu as des mecs qui sortaient du banc ou qui se retrouvaient titulaires comme Caleb Martin, où tu disais mais attends, mais ce mec-là il est où en fait dans la hiérarchie NBA, et finalement bah tu vois derrière les choses reprennent leur place un petit peu, mais c'est pour ça que je reviens sur le terme d'identité, où chacun sait ce qu'il a à faire et il peut s'éclater en fait dans ce rôle-là et se sentir valorisé dans ce rôle-là. C'est pour ça que je pense que New York sera vraiment une équipe dangereuse, bien plus même que l'an dernier, je pense. Vous avez déjà été pas mal en passant le premier tour, en passant les Cavs au premier tour. Ça va être... la question, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment... Pour le coup, c'est une équipe qui peut pas se permettre de... On pourrait le dire de presque toutes les équipes en play-off, tu peux pas te permettre d'avoir de blessures. Mais dans le cas de New York, j'ai l'impression que ça déséquilibre vite la rotation. Et pour ce qui est de Bogdanovic, la question c'est Thibodeau en fait. Quelle liberté, quelle place il est prêt à lui donner? Est-ce qu'en difficulté, il sera du genre à tenter quelque chose de nouveau? Ou est-ce qu'au contraire, il va encore resserrer sa rotation, rester que sur les mecs en qui il a confiance à 2000%? On sent quand même que la greffe n'a pas tout à fait pris. C'est pas tant qu'il ne montre pas tout ce qu'il est capable de faire, c'est qu'il n'a pas tant que ça l'occasion de montrer ce qu'il est capable de faire en fait. Mais ça pouvait presque être prévisible en fait, je trouve.
Bah, tu quelque l'avais part. annoncé Parce tôt, que, Antoine. parce que dès le jour du trade, en fait, je trouvais que c'était, bah ouais, c'est un joueur qui défend pas. On a vu comment il a traité Evan Fournier. Tu vois, il y avait ce risque. Par contre, je pense que du coup, l'absence de Randle, moi, j'avais très peur de l'association Randle-Bogdanovic. Pour moi, ça ne marcherait pas. On ne saura pas au final. On ne l'aura pas vu. On le verra peut-être l'an prochain si les deux restent. On n'est pas sûr, mais c'est un truc auquel je croyais pas. Mais là, le fait qu'il n'y ait pas Randle, ils vont avoir besoin de Bogdanovic. Je suis d'accord avec Shai. Je pense qu'il y a des moments où il va falloir que Bogdanovic il soit aligné en 4 avec 4 mecs qui défendent autour, tu vois. Enfin, Bronson, 3 défenseurs. Bronson, Hart qui se donne comme un vaillant, Hartenstein qui se donne comme un vaillant, et n'importe quel autre mec autour qui se donne à Nunobi. Et là, Bogdanovic, je pense que tu peux le faire jouer, il te met des shoots. Et c'est un vrai 15-20 apport minutes, potentiel. sur 15-20 minutes, je pense que ça va. Tu vois. Le problème, c'est qu'il a quasiment fait un match sur 2 où c'était pas bon. Et l'autre où là, le dernier contre Chicago, il joue 17 minutes, 13 points, Mais les avec de joueurs comme ça, ils l'adresse. ont besoin de plus de temps, en fait. Ouais. 15-20 minutes, un Bogdanovic, c'est pas le prototype qui peut briller sur 15-20 minutes. C'est un Ouais. profil de joueur que je trouve encore particulier. Mais un mec comme ça, il a besoin de shoot. Donc, il peut pas rentrer en 5 minutes. Il y a des shooters qui rentrent et en 5 minutes, ils prennent 3 tirs. Mais lui, Bogdanovic, je trouve que ça se fait sur la durée. Faut que tu lui donnes au moins 25 minutes, tu vois, pour qu'il se mette dans le rythme du match et qu'à un moment, il y ait son coup de chaud, quoi. Il les aura pas. Oui, et j'ai l'impression que Thibodeau, c'est un peu le problème avec ses joueurs unidimensionnels. T'as l'impression que pour qu'il reste sur le terrain, il faut que le moment où il rentre, il est direct le coup de chaud. Il y a des joueurs, ça marche pas. Il y a des gars chez qui ça marche. Je pense que Jordan Clarkson, il pourrait mettre 15 points en 4 minutes et jouer que 4 minutes par match, tu vois. Mais il y a des mecs comme ça, ils ont besoin d'un peu plus de temps de jeu, même si c'est des Je pense shooters. avec Thibodeau, Clarkson, il joue 1 minute par match tout le long de la saison, ou alors il a le même traitement que Après, Kevin je sais pas, Fournier. il aime bien les meneurs. Enfin, c'est pas un meneur, mais tu sais, il aime bien les mecs. Là, comme une Tu sais, Nate il y a Robinson toujours- à l'époque, là. Ouais, voilà, les John, les Watson, Robinson, Lucas. Tu sais, il y a Tous les toujours mecs en un son, truc. Mais tous les mecs, ils jouent meneur que scoreur. Je pense qu'un Clarkson, il arriverait à le faire briller. Mais... Non, mais je suis d'accord, c'est comme Cam Thomas, en fait. Tu le mets sur le terrain, il va prendre tous les tirs, en fait. Donc tu le laisses 3 minutes, il aura quand même pris 4 tirs. Donc en fait, tu peux tout de suite voir s'il est dans un bon soir ou pas. Parce que s'il en a mis 3 sur 4, tu peux le laisser un peu plus. S'il a fait 0 sur 4, tu le sors et tu le mets au frigo. Et je suis d'accord avec toi, Antoine. Un joueur comme Bogdanovic, c'est pas du tout son profil, en fait. Tu sais, et puis il fait. C'est pas finalement qu'un score, il fait d'autres choses aussi. C'est un joueur qui est un peu plus, je pense, polyvalent que ça, même si la défense n'est pas son atout premier. Et donc en fait, voilà, je pense que c'est peut-être plus dur en cours de saison de l'intégrer. En tout cas, ça va vraiment être une des données importantes, je pense, soit en cas de pépin de santé, soit pour voir jusqu'où peut vraiment aller cette équipe de New York, clairement. En tout cas, Allez, le on reste. Garden va Vas-y, rugir. Non, Ouais. Le Garden va rugir, on va encore voir des fans faire les tarés devant la salle, demander à Kevin Durant pourquoi il n'est pas venu à New York. Voilà, ça va être le spectacle. C'est bon. Le pauvre. Allez, on va repartir un petit peu à l'ouest pour la suite de ces questions. Allez, une question quand même intéressante. L'une des meilleures équipes de la saison, l'une des équipes peut-être qui a trusté le plus longtemps le sommet de la conférence Ouest, les Minnesota Timberwolves, qui font vraiment une saison magnifique. Est-ce qu'on peut être sûr que leur belle saison régulière, leurs bons résultats en saison régulière vont se retranscrire en play-off? C'est la question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Est-ce qu'on peut être sûr? Non, on peut pas être sûr, malheureusement. Je trouvais ça presque triste et injuste de les voir finir 3e alors qu'ils ont, comme tu le disais, été en tête une grosse partie de la saison quand même. Et moi, tu vois, alors c'est un point précis, c'est pas du tout forcément ce qui va faire la différence, mais on parlait du fait que les Knicks avaient une visibilité totale avec l'absence de Randle. Là, le retour de 4 sur le dernier match, j'ai peur que ça pose plus de problèmes qu'autre chose, parce que c'est un joueur offensivement super fort. Randle l'est aussi, mais et qui a un statut dans l'équipe, qui a un historique, et ils vont devoir le réintégrer, ils vont devoir retrouver une dynamique avec lui. Ils avaient trouvé quelque chose de plutôt intéressant avec Nasrid dans le 5. Nasrid va sortir du banc et lui, je pense qu'il le fera très bien, mais ça me fait un peu plus peur et j'espère qu'ils ne vont pas mettre trop de temps à retrouver une dynamique positive avec lui. Il a été bon toute la saison jusqu'à sa blessure, donc en théorie, il n'y a pas de raison. Mais est-ce qu'on est sûr? Non, on n'est pas sûr parce qu'il y a toujours cette question de l'attaque. Est-ce que au moment où les matchs se resserrent, c'est les playoffs, les coups de sifflet ne sont plus les mêmes, les équipes ne défendent plus pareil. Est-ce que ça va suffire? Impossible de le savoir. Par contre, ça reste, il faut aussi voir le positif de la chose. Ils ont des garanties totales sur le plan défensif que plein d'autres équipes, même certaines dont on a parlé tout à l'heure, n'ont pas du tout.
Et ça, c'est aussi une force, et ils savent qu'ils peuvent tabler là-dessus, et que si ça, ce minimum syndical, ils l'ont, ils peuvent après, avec un boost offensif, avec un Edwards qui change encore de statut, peut-être avec des gros matchs, avec des joueurs autour, à commencer par 4 aussi, qui arrivent à être performants là-dessus aussi, ils peuvent carrément. Après, la certitude, non, elle n'existe pas du tout, je pense, chez les Wolves. D'autant que Ouais, juste pour rappel, je te laisse la parole, Antoine, juste pour repréciser qu'effectivement, Minnesota va donc jouer Phoenix au premier tour. Ouais. Une série intéressante. On parlera des Suns, mais moi, je vais redire ce qu'a dit Shai. Je vais dans le même sens. Je pense qu'on ne peut pas avoir de certitude, ce qui est un peu injuste. Alors, personne n'a jamais complètement de certitude, mais vous doutez bien que quand on parle, on sait bien que ce n'est pas du 100% certain, mais je pense que voilà, il n'y a pas ça du côté des Wolves. Eux ne diront pas qu'ils doutent, il n'y a pas de doute, mais il n'y a pas non plus. Tu ne peux pas partir avec des belles garanties fortes et solides. Malheureusement, là où je rejoins Shai, pareil, je trouve qu'il y a un plancher. Cette fois-ci, c'est bel et bien la défense. Leur défense, je pense que les Timberwolves, d'ailleurs, sur cette série, devraient être quand même a priori les favoris contre les Suns, quoi. Je veux dire, au-delà de l'aspect 3e contre 6e, je pense quand même que Minnesota a des arguments. Mais effectivement, je l'avais cité dans quelques CQFR, c'est une des équipes qui a le moins bon net rating dans les situations clutch, donc des situations qu'on retrouve beaucoup en playoff, du jeu sur demi-terrain. Il y a beaucoup de mal à créer du jeu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne créent pas du tout de jeu. Il y a quelques belles séquences à Minnesota. Ça arrive. Il y a Mike Conley qui met des shoots. Il y a Naz Reid qui met des shoots. Il y a de l'extra passe. Il y a Rudy Gobert qui pose des écrans, qui est une menace constante sur lob, qui est une menace au rebond offensif aussi. Il y a des atouts offensifs. Il ne faut pas exagérer le trait. Il y a des forces, mais effectivement, tu sais que la création, elle va reposer essentiellement sur 2 joueurs, Edwards et Kat. Kat, en playoff, il a déjà montré souvent des limites. Là, il faudra voir, il y a son retour, effectivement. Est-ce que ça arrive pas? Est-ce que Edwards, il est prêt aussi? Il avait l'air prêt, mais est-ce que Edwards, il est prêt au point de complètement porter cette équipe, je sais pas, sur 2-3 séries? Moi, je trouve que ça fait beaucoup d'interrogations autour de Minnesota. Mais voilà, passer un tour, pourquoi pas, mais aller considérer les Timberwolves comme un candidat au titre, ce qui est pas tout à fait leur ambition avouée, mais c'est celle de Gobert, par exemple, parce que on sait que c'est un joueur très ambitieux. Quand il est arrivé, il parlait de titre. Quand il y a eu cette saison et qu'ils sont dans les premiers, voilà, toute l'année, j'ai vu des power rankings où les médias américains ils classaient les Timberwolves parmi les candidats au titre. Donc, pareil, comme les Sixers, on va les traiter comme tels. Je ne pense pas que cette équipe elle ait suffisamment de garanties pour être perçue comme un candidat au titre. Par contre, elle a encore quand même beaucoup d'atouts. Et sa défense, on dit souvent que la défense fait gagner des matchs. Si c'est le cas, Minnesota a la meilleure défense de la ligue, quoi, ou une des 3 meilleures défenses de la ligue. Donc a priori ils peuvent quand même aller loin, mais il y a juste un truc sur ce premier tour quand même, c'est que c'est une équipe Phoenix a quand même eu des hauts et des bas, c'était assez spectaculaire cette année, mais ils ont toujours battu Minnesota par contre. Donc c'est aussi ça. Je sais pas si le match-up il est très très bon pour les Wolves, même si dans l'autre sens, je me demande aussi qui va réussir à défendre correctement sur Anthony Edwards s'il a vraiment activé le niveau supérieur. Mais tu vois, il y a eu 3-0 pour Phoenix quand même sur la saison régulière, même si ça c'est pas la vérité. Mais j'allais y venir justement, paradoxalement, j'ai l'impression que c'est peut-être l'un des pires match-ups possibles pour Minnesota, que cette équipe de Phoenix qui joue ultra small ball, alors qu'eux, ils ont tout misé sur le tall ball. Le dernier match de la saison régulière n'est pas forcément un reflet de ce qui va se passer durant la série, mais c'était assez catastrophique du côté de Minnesota, qui était incapable défensivement, notamment, de tenir son rang. Et à un moment, on a vu Grayson Allen faire un match, il était tout feu, tout flamme. Pareil pour Bradley Beal, alors que Kevin Durant était plutôt en retrait sur le dernier match de saison régulière, entre guillemets, en retrait pour Kevin Durant. Moi, je m'inquiète quand même pas mal pour Minnesota. Tout à l'heure, Antoine, tu as parlé de création pour parler de Kat et d'Anthony Edwards, mais c'est un des problèmes, ils sont là au scoring, ils sont pas vraiment à la création. Ils créent pour eux-mêmes, ouais. Exactement. Et c'est quand même une équipe qui a besoin de ça. Finalement, Slow-Mo est peut-être le 2e meilleur créateur, tu vois, ou facilitateur de jeu derrière Conley dans cette équipe. Moi, j'ai confiance. Je pense que vraiment Anthony Edwards, comme il l'a montré déjà en play-off l'an dernier, va être très bon. Là, pour Kat, sur qui j'ai souvent été critique, il a fait une très belle... Le début de saison des Wolves, où les Wolves étaient très forts, Kat était très bon. Je remets pas ça en cause. Mais c'est vrai que, alors c'est un micro échantillon, mais l'avoir revu sur le terrain avec les Wolves, là, juste à la fin de la saison régulière,
moi, ça me refait me poser plein de questions parce qu'en fait, tu parlais des problèmes dans le clutch, Antoine. Moi, j'ai quand même tendance à penser qu'un des problèmes des résultats des Wolves dans le clutch, bah, c'est aussi d'avoir un joueur comme Karl Anthony Towns qui est extraordinaire dans certains secteurs du jeu très précis, mais qui est moyen, voire mauvais dans d'autres secteurs du jeu en fait. Et la prise de décision me semble toujours pas être un de ses meilleurs atouts, sachant que en termes de statut, en termes d'ego, la balle doit passer un moment par lui. Tu sais bien que s'il reste 4 minutes dans un match, la balle va quand même passer par lui, même si Anthony Edwards, et que maintenant, je pense que c'est admis même au sein du groupe que la balle passe autant par l'un que par l'autre. Elle passe plus par Edwards que par Kat même. Oui, fort heureusement, mais s'il est en bout de course offensive, bah, c'est moins problématique. S'il est au début, même s'il a progressé un petit peu dans sa capacité à ressortir les ballons, ça reste quand même plutôt un piètre passeur. J'ai vraiment l'impression que ce match-up n'est pas du tout à l'avantage de Minnesota. Et pourtant, je fais partie quand même des sceptiques sur la capacité des Suns à pouvoir aller loin et enchaîner les résultats. Mais finalement, là, je me dis Phoenix a son équipe au complet. Quasiment, ils vont être au premier tour des playoffs, donc ils seront le plus frais qu'ils seront, dans ces playoffs, là où le moment où ils seront le plus frais, c'est le premier tour. J'ai l'impression que c'est vraiment c'était pas le bon moment pour les prendre, quoi. Moi aussi, le match-up, je trouve un peu à l'avantage de Phoenix, pardon, parce que j'ai l'impression que Minnesota est une équipe qui joue lentement, alors que le seul moyen, en fait, les Suns, c'est pas une très bonne défense. Par contre, il faut les pousser à la faute et tu peux marquer plein de paniers faciles tu vois, en jouant vite. C'est pas Minnesota va jouer lentement, ça fait l'affaire des Suns, ils vont être beaucoup plus forts sur demi-terrain, tu vois, avec 3 stars capables de faire la différence à peu près toutes seules. C'est des aspects sur lesquels je me dis qu'effectivement les Suns sont aussi un match-up favorable qui est un peu plus compliqué à gérer pour Minnesota, quoi. C'est super intéressant ce que tu soulèves sur le rythme, Antoine, parce qu'effectivement, en fait, c'est vraiment deux esthétiques d'équipes complètement différentes. Une équipe très grande, une équipe vraiment small ball. Et tu te dis finalement, l'une des meilleures chances pour Minnesota de pouvoir marquer rapidement, sachant que Phoenix change énormément sur les écrans, ça serait de jouer vite en fait, et de te dire, bon bah de toute façon, il y a forcément un petit qui va se retrouver sur l'un de nos grands, donc si on pousse vite la balle, on peut avoir un match-up avantageux tôt dans la possession pour essayer de provoquer une faute, de marquer, etc. Mais je sais pas s'ils arriveront à se transformer comme ça en play-off, et pour ça, tu as aussi besoin de relais, de relais avec la balle, qui soient capables de faire la bonne lecture et de prendre la bonne décision. Parce que là, si tu attends systématiquement de donner la balle à Conley pour qu'il fasse la bonne décision, qu'il mette la balle où tu veux, c'est fini. Le repli défensif, il est déjà en place, en fait. Ouais, mais là, en vous écoutant, je repense aux campagnes de playoff de Karl Anthony Towns. C'était vraiment compliqué parce qu'il y a un tel gap entre le niveau qu'il est capable d'avoir. Alors, on en rigole de ses déclarations souvent quand il dit « je suis le meilleur big man shooter » et tout, mais en playoff, aux derniers playoffs, même si c'est qu'une série de 5 matchs, il shoot à 25% à 3 points. Et il y a plein de situations quasi grotesques sur le plan défensif ou même sur des erreurs de lecture de jeu qui sont un peu terrifiantes si ça doit être ton joueur le plus important. Là, c'est plus le joueur le plus important, mais c'est un joueur qui prend de la place dans l'effectif, qui c'est le plus ancien du groupe en termes d'expérience dans l'équipe, en tout cas, sous ce maillot-là. Et moi, c'est un peu ce qui... Les gens vont penser qu'on s'acharne sur 4, c'est pas le cas, hein. Il a vraiment été excellent cette année. Mais ça fait partie des choses qui m'inquiètent un peu, ouais. Allez, on passe à une autre équipe. Qu'est-ce qui nous reste dans les sujets qu'on avait prévu d'aborder ? Allez, on va rester à l'ouest. Ouais. Rester à l'ouest pour parler de Zion. Je vous le cache pas, on en parlait avant de débuter l'émission. Là, le dernier match joué par les Pelicans face aux Lakers m'a laissé un très mauvais goût dans la bouche. La question, c'est de savoir si Zion va enfin pouvoir être en capacité de mettre l'équipe sur ses épaules. Donc les Pelicans qui vont devoir jouer les Lakers au premier match du play-in, un match à enjeu énorme pour eux. On rappelle que Zion n'a toujours pas joué les playoffs dans sa carrière NBA. Est-ce que vous pensez que c'est l'année où il va jouer en playoff déjà pour la première fois et où il va être capable de porter son équipe quand son équipe a vraiment besoin de lui ? Je suis comme toi, j'ai peur que mon opinion elle soit un peu trop basée sur le dernier match. Et ce dernier match, en même temps, il m'a aussi rappelé le match catastrophe du play-in contre ces mêmes Lakers. Et les 3 quarts de la saison, je me suis dit, c'est bien, c'est une sorte de géant endormi. Les Pelicans, ils peuvent largement être un gros outsider. On a vu Zion faire là la deuxième partie de saison. Je trouve qu'il a vraiment été excellent. Son mois de mars, notamment, où
Enfin, il shoot à 62%, 24 points de moyenne, il est quasiment, il est à 5 passes. Enfin, c'est vraiment, dans tous les compartiments du jeu, il était bien. Même en défense, je l'ai trouvé intéressant. L'équipe autour tournait bien. Et puis, ils ont ce chic, et c'est un défaut. Sur une performance, ils peuvent te faire perdre espoir en eux d'un coup. Il y a quelques équipes comme ça. C'est pas le cas de tout le monde. Pour d'autres, on parlera d'accident. Et en théorie, ça pourrait n'être qu'un accident, mais on voit vraiment leur pire visage et le fait qu'ils se fassent mettre sous pression des deux côtés du terrain comme ça. Et c'est une vraie intrigue et une vraie question pour Zion parce que le contexte de playoff, il ne le connaît pas. Le contexte de play-in, il est très particulier aussi. C'est du one-shot. Alors eux, vu qu'ils ont fini 7e, ils auront une deuxième chance si ça passe pas. Sauf que la deuxième chance, ça peut être contre les Warriors. Tu vois, si tu perds contre les Lakers, derrière, tu te prends les Warriors qui sont... c'est un bourbier total. Contre les Kings, si c'est les Kings qui sortent les Warriors, peut-être que je me remettrai à croire dans les Pelicans, mais là... Et ce ne serait pas que contre Zion, c'est l'effectif, l'équipe entière. Il n'y a pas que lui dans l'équipe qui baisse de pied quand ça va pas bien. Et ouais, c'est l'équipe, une des 2-3 équipes qui me font changer d'avis du jour au lendemain dans la saison de tenir en très très haute estime à ne pas avoir vraiment d'espoir pour eux. Ils sont trop durs à jauger, je trouve. Mais ouais, justement, parce que c'est l'équipe la plus dure à jauger. J'allais te compléter. Et pourquoi ? Parce que c'est une équipe. En fait, quelque part, je ne mets pas tout non plus sur Zion, mais c'est une équipe un peu à son image, dans le sens où elle est nonchalante, en fait. Et du coup, il y a des moments, tu as l'impression que les Pelicans, ils ont décidé de jouer et que c'est différent, en fait, d'un soir sur l'autre. Et tu captes pas toujours d'où ça vient, si ce n'est une question de motivation. Alors, c'est peut-être pas ça, tu vois, mais l'impression que ça dégage, c'est des fois, tu as l'impression que c'est ça, que c'est une question de est-ce que là, il y a de l'envie, est-ce qu'il n'y a pas d'envie ? Et tu as la même impression avec Zion, tu vois, est-ce que là, il veut vraiment ? C'est quand même fou que cette équipe, elle se soit complètement foirée sur une demi-finale de NBA Cup. Elle a montré un visage désastreux pour ensuite être à nouveau forte, Puis là, ils ont quand même perdu leur 6e place. Ils sont remontés à la 6e place à l'Ouest. Ils ont relancé la course complètement en finissant très fort. Tout ça pour perdre sur le dernier match. Un match où, pareil, tu as l'impression qu'il n'y a pas toujours de l'envie. Donc, c'est un peu délicat parce que d'un côté, tu sais que cette équipe, elle est très forte et tout à fait capable non seulement d'aller en play-off, mais en plus, je pense, de poser de vrais problèmes en fait à n'importe quel adversaire. Mais voilà, on en revient à ce truc elle est très difficile à juger. Et l'autre truc, c'est que je me rends compte, je trouve que les Pelicans ne sont pas si deep en fait. Ils ont de la profondeur d'effectif, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont bons, ils sont pas mauvais, tu sais mais ils seront pas tout le temps bons. Tu vois, les Alvarado, il y a du cœur chez Alvarado, mais c'est pas un mec que tu vas mettre dans ton top 7, tu vois, de rotation d'une équipe forte. Il sera peut-être 8, 9e homme des fois, mais tu vois, c'est un peu comme Della Vedova. Je me permets de faire un peu le cliché du meneur qui joue dur, tu vois. Il y a des trucs, mais c'est pas non plus. Larry Nance, pareil, c'est un joueur que j'aime bien, mais c'est pas toujours des joueurs très performants, en fait. Et du coup, leur rotation est pas si profonde. Elle est pas ridicule par rapport à d'autres équipes, mais voilà, c'est pas, je sais pas. Je trouve il manque quelque chose des fois. Ouais, c'est intéressant que tu sortes ces deux joueurs-là, parce qu'en fait, je trouve que ces deux joueurs, je me dis, tu les mets au Heat, par exemple, tu les mets au Knicks. Différemment. Ouais. Pour moi, ils seraient complètement différents, parce qu'en fait, j'ai l'impression que cette équipe des Pelicans, en y réfléchissant, en vous écoutant parler, c'est les anti-Knicks, en fait. Les Knicks, c'est une identité hyper forte. S'ils perdent, ils vont perdre en ayant tout donné, ils auront la rage, etc. Les Pelicans, comme tu le disais, Antoine, tout à l'heure, ils sont certainement... Tu sais, je les vois, quand ça marche pas, ils ont l'air tristes, en fait. Je les vois sur le terrain. Et Ingram aussi, d'ailleurs. J'ai dit Zion, mais ça peut s'appliquer à Ingram aussi. Absolument. En fait. C'est le même délire. Il est nonchalant, en fait. Ils baissent la tête, ils ont l'air tristounets, etc. Tu dis, mais... il n'y a pas ce feu, je trouve qu'il y a pas... Finalement, je suis incapable de te dire quelle est l'identité de cette équipe des Pelicans. Je suis incapable de te dire ce que c'est, en fait. Je suis incapable de te dire quelle est l'identité, le point commun qui relie tous les joueurs ensemble. J'ai beaucoup de mal à le voir. Et c'est pour ça, alors c'est peut-être injuste que ça soit qu'on tourne la question autour de Zion. En même temps, c'est un premier tour de draft. C'est un gars, qu'il le veuille ou non, qui a été présenté comme étant un joueur révolutionnaire, un joueur d'une génération, enfin générationnel, etc., qui a tout le talent du monde. Il y a un moment, blessure, pas blessure, il faut que tu puisses assumer ton statut
de franchise player. Tout à l'heure, je disais pour Bronson, quand je disais le terme, il est peut-être pas, c'est pas dans son acception habituelle, dans le sens où, pour moi, franchise player, c'est un joueur autour duquel tu peux construire une équipe. Je suis pas sûr que tu puisses construire de zéro une équipe autour de Bronson, même si Bronson peut être ton meilleur joueur dans une équipe qui fonctionne et aller loin. Là, pour Zion, normalement, c'est le type de joueur, tu le mets tu repars, t'as une feuille blanche, tu mets Zion, tu construis autour et tu as une équipe qui doit pouvoir être performante. Moi, j'attends qu'il montre quelque chose là. Le dernier match, il m'a laissé vraiment, je vous le dis, comme je disais tout à l'heure, un vraiment mauvais goût dans la bouche. Et c'est que vous faites bien de replacer le contexte sur la NBA Cup. Là, c'est pareil en fait. Tu dis après, il dit ouais, mais c'est ça. C'était la dernière fois que ça se passera comme ça. Derrière, ça nous a permis de rebondir, mais ça peut pas être un rebond momentané en fait. Normalement, à ce stade de ta carrière, ça peut être une leçon, mais derrière, il faut que tu puisses assumer ce statut jusqu'au bout. Il y a beaucoup. En fait, j'aime quasiment tous les joueurs de cette équipe des Pelicans, mais je trouve qu'il y a un manque de cœur, de coffre. Je sais pas. Il y a un moment, il faut que quelqu'un se révèle, et j'ai pas l'impression que. Alors, est-ce que c'est. On n'est pas dans le vestiaire aussi, hein. Nous, on dit ça en tant qu'observateur. Ça se trouve, dans le vestiaire, c'est pas comme ça que ça se passe. CJ McCollum est manifestement un bon leader dans le sens traditionnel du terme, mais. Il manque, j'ai l'impression qu'il manque, en fait, je reprends ce que vous disiez tous les deux, il manque quelque chose, il manque une étincelle, il manque ce côté un petit peu, parfois des équipes qui sont moins talentueuses, mais qui refusent de perdre en fait. Et j'ai l'impression que voilà, les Pelicans n'ont pas ça, ils vont jouer les Lakers, premier match du play-in. Limite, j'ai l'impression que c'est un match qui peut définir le reste de pas seulement de ta saison, mais qui peut définir le reste de ce qui va se passer pour ta franchise dans les années à venir. S'ils perdent ce match contre les Lakers, enfin... Je dis pas que l'équipe va exploser, mais ça peut être un match déterminant, je pense, parce que les Lakers n'ont absolument pas peur des Pelicans. Je pense que les Lakers, ils y vont en disant, de toute façon, on va les passer, on va accéder direct aux playoffs, ils vont arriver plein de confiance, et on se rappelle de ce que ça donnait des équipes menées par LeBron dans ce type de situation. Demandez aux Toronto Raptors ce que ça a pu donner. Moi, c'est à ça que ça me fait penser, honnêtement. Mais t'as raison, ce qui m'inquiète pour les Pelicans, si ça ne marche pas, là, c'est que ça reparte sur une intersaison où Zion disparaît de la circulation, où on se demande s'il a vraiment envie d'être là, et dans quel état physique il est. Il va y avoir des photos de lui à la boulangerie, ils vont dire ah, regardez, il a repris 20 kilos. Non, mais c'est ça à chaque fois. Ou alors, ouais, alors, et après, bon, les dernières fois, il y avait aussi une période de dépression de sa part. Et j'espère qu'ils vont pas avoir à revivre ça, parce que cette équipe, par contre, pour finir sur une note positive sur elle, c'est que quand ça marche bien, il y a vraiment des atouts incroyables, parce que ok, certes, c'est pas profond, mais les joueurs qui sont là, les Trey Murphy, c'est profond, c'est un c'est super juste pas attaquant. autant que Herb Jones. Peut-être, ouais. on pense. Herb Jones, défensivement, c'est un monstre, le gars. Brandon Ingram, on l'oublie parce qu'il a été pas mal absent, mais c'est quand même au niveau talent. Si c'est ta deuxième option, t'es quand même pas trop mal. Les role-players type Alvarado, qui d'ailleurs, t'as raison, je pense qu'il faut qu'il finisse au hit un jour dans sa vie. Hein. Il a la tête, le nom et tout qui va, le style de jeu, pour finir un jour au Miami Heat. Mais cette équipe, elle a des atouts pour être vraiment très 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 bonne, et pas juste faire de la figuration. Je pense que c'est ça qui est frustrant aussi, et j'espère qu'on va pas en arriver à ce scénario d'un été encore. Je pense que ni le coach ni le GM qui était Griffin était déjà sur un siège éjectable de ce qui se disait. Je pense que ça survivrait pas à un échec aussi retentissant qu'une non-qualification, même juste pour les playoffs. Et l'avenir de Zion serait à nouveau remis en question, et on va se demander est-ce qu'il a envie d'être là, est-ce qu'il ne faut pas le trader. Enfin, ça va repartir là-dessus, quoi. Ouais, ça fait partie des équipes sur qui il y aura vraiment une grosse pression pour ce match de play-in. Allez, on va enchaîner sur la dernière question. On a parlé d'eux rapidement tout à l'heure quand on évoquait les Wolves. C'est les Phoenix Suns. Est-ce que les Suns sont enfin prêts à montrer leur vrai visage après une saison marquée par les blessures, les faux départs, etc. Est-ce que le visage qu'ils affichent depuis quelques matchs maintenant qu'ils sont complets est celui qu'ils afficheront en play-off? Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Allez, je te lance le bâton en premier. On a déjà commencé à parler de façon un peu d'eux dans le cadre de la série avec Minnesota. Oui et non. C'est un peu comme pour New York, c'est-à-dire que je suis un peu entre les deux. Je pense que d'un côté, leur 6e place, elle n'est pas complètement anodine, quoi. Si les Suns n'ont pas fini dans le top 4, c'est parce que ce n'est pas une équipe dominante. Et je ne pense pas que c'est une équipe qui peut se morpher complètement en équipe dominante. Je sais qu'une fois dans un CQFR, j'avais dit, ou peut-être dans un podcast, j'avais dit, si tout clique, tu vois, tu te dis, si tout clique, a priori, elle peut même concurrencer Denver. Mais il y a des trucs qui me font peur. Je trouve que cette équipe, elle manque de qualité athlétique, notamment. Elle manque peut-être de fraîcheur quelque part.
Mais tu vois, je me dis que dès qu'il y aura un très gros défi physique, comment ils vont répondre en fait? Kevin Durant, il est plus tout jeune. Devin Booker, il n'est pas très grand en taille, très costaud physiquement. Pareil pour Bradley Beal. Il n'y a pas de très gros athlètes autour. Il y a des joueurs qui sont unidimensionnels. C'est soit des attaquants, soit des défenseurs. Elle manque de two-way players. Alors, il y a moyen que ce soit une équipe qui physiquement accuse à un moment le coup. Et du coup, ouais, peut-être qu'elle va se développer un jeu, que ça va cliquer. Je pense que le contexte des playoffs va faire du bien à Booker, à Durant, à Beal. De toute façon, ils sont taillés eux, pour jouer des ISO, pour jouer des trucs sur demi-terrain, pour marquer des paniers difficiles, pour jouer à mi-distance aussi. On sait que c'est une des zones qui est plus libre en playoff. En playoff, voilà, les équipes veulent à tout prix pas se prendre de 3 points ou fermer l'axe à la raquette. Voilà, c'est le jeu des analytics. Evan Turner avait été visionnaire en 2016. Il disait non, mais vous vous rendez pas compte, le futur c'est le mid-distance, c'est là que les gens iront chercher des titres. Et c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. Et Booker, Durant, Beal, eux, ils peuvent t'allumer, ils peuvent mettre 70 points à mi-distance dans un match. Et à partir de là, t'es fini. Tu peux pas répondre à ça. C'est comme quand LeBron, il dit ouais, si Tim Hardaway il met 7-3 points, t'as perdu. Bah, si Beal, Booker et Durant, ils mettent plein de paniers à mi-distance, t'es paumé parce qu'il y aura des espaces pour Grayson Allen, il y aura des espaces de drive, ce qui est pas du tout la force des Suns. Pareil, dans une des lacunes, je me dis, mais quel joueur va aller mettre des points près du cercle? C'est une équipe qui va vivre avec son jump shot, quoi. Et son jump shot, notamment à mi-distance. C'est pour ça que même si elle venait à se trouver une identité et à avoir pleine puissance, un Kevin Durant qui monte en puissance, un Booker exceptionnel et un très bon build, je me dis qu'à un moment, il y aura une limite. Il y aura une limite physique, il y aura une limite de fraîcheur. Du coup, je veux bien croire que dans un contexte de playoff, cette équipe, elle fasse mieux. Et ne serait-ce que passer un tour, on parlait de beaucoup de cette série contre Minnesota, s'ils arrivent à battre les Timberwolves, en fait, pour moi, ce serait déjà on rappelle, c'est une équipe qui est 6e. Des 6e qui sortent au premier tour, c'est un upset. Alors oui, c'est un peu délicat parce que c'est l'Ouest et le classement est très serré, mais ils n'ont pas fini 6e à la dernière journée par hasard, quand même, les Suns, je trouve. Ouais, c'est clair. Et moi, ce qui m'inquiète un peu aussi, c'est autour de ces trois-là. Donc, si tant est que les trois, ça fonctionne bien au moment des playoffs, ce qui est quand même possible, tu le disais, ils sont capables de provoquer des raz-de-marée offensifs sur n'importe quelle équipe. Le supporting cast, il y a des joueurs qui ont été vraiment bons durant la saison. Grayson Allen, par exemple, a été plutôt régulier. Même Nurkic a été presque meilleur que ce à quoi je m'attendais. Mais par contre, moi, après, j'ai pas les stats sous les yeux, mais dans mon souvenir, c'est pas des joueurs qui sont très très performants en playoff. Ils ont parfois des difficultés, Allen et Nurkic. Et autour, le banc, là pour le coup, c'est pas du tout une équipe profonde. Là, en sortie de banc, alors Royce O'Neal va peut-être faire des missions défensives. C'est un joueur quand même expérimenté qui sait faire des choses, mais autour, je trouve que tu vois, Tadeusz Young, il m'a l'air cramé. Eubanks, c'est quand même moyen. Okogie, il sort des rotations alors qu'à un moment il était titulaire. Je sais toujours pas si Frank Vogel sait quelle formule il va adopter au moment des playoffs, sur quel joueur il va compter, s'il a une vraie hiérarchie. Pour moi, avoir une hiérarchie assez claire des rôles, des temps de jeu, tout ça au moment des playoffs, c'est important. Il y a des équipes sur lesquelles on est à peu près optimiste. Tous les trois, c'est des équipes qui sont plutôt bien définies. Là, Phoenix, je sais pas, je suis curieux de voir comment ça va se passer justement, parce que est-ce que ça va pas changer d'un match à l'autre? Là, pour le coup, on se demandait tout à l'heure si les Lakers pouvaient s'en remettre, à ce que leur attaque suffira. Moi, j'ai peur que pour les Suns, même, ça a été vendu comme une super team quand même. Hein. C'était t'as un Big Three incroyable quand même. Et je pense pas que ça suffira. Je suis peut-être trop pessimiste, mais je pense pas que ce soit assez pour. Alors oui, un tour peut-être, parce que Minnesota a ses lacunes aussi. Mais au-delà, j'ai quand même du mal à y croire aussi. Ouais, je partage ton avis parce qu'en fait, j'ai l'impression que la défense de Phoenix est pas assez forte en fait pour vraiment pouvoir espérer aller loin et que finalement, on en parlait tout à l'heure avec Minnesota. Pourquoi je trouve que c'est un match-up qui est défavorable à Minnesota? C'est parce que Minnesota est limité offensivement. Et en fait, je pense que Phoenix, avec sa force de frappe, si tout clique, ça peut suffire à compenser ses lacunes défensives. Derrière, je suis pas sûr que ça leur permette de passer un deuxième tour potentiellement. Le problème de leur banc, c'est que je trouve qu'il manque de two-way player en fait. C'est-à-dire que tu as des mecs comme Royce O'Neal qui est un super défenseur, c'est pas un two-way player en fait. Okogie, c'est pas un two-way player. Donc en fait, t'es coincé entre avoir tes meilleurs two-way players, finalement, c'est tes meilleurs attaquants qui sont déjà dans le 5. Et qui sont à ce stade de leur carrière, en tout cas pour Kevin Durant, ça reste un bon défenseur. Il n'a plus le rayonnement défensif qu'il a pu avoir il y a quelques années, Kevin Durant. Même offensivement, il reste quand même sur 2 campagnes de playoffs qui se sont terminées difficilement pour lui en attaque. Je pense, et c'est pas une critique,
sa carrière est incroyable, mais je pense, moi j'ai le sentiment qu'il est sorti de son prime et que tu peux plus vraiment t'attendre à avoir le Kevin Durant inarrêtable qu'on a connu par le passé. Et en tout cas, je ne le vois pas pouvoir avoir ce rayonnement des deux côtés du terrain, j'allais dire. On est d'accord, il a jamais été élu Defensive Player of the Year, mais tu pouvais jouer vraiment avec KD des moments où il était une espèce de small ball five, où il venait combler les failles, protéger un petit peu le cercle, etc. J'ai pas la sensation que tu puisses encore le faire, et je pense que défensivement, ça va être trop court, en fait. Ça va être trop court pour essayer de passer, je sais pas, Denver, par exemple. Tu manges Denver au deuxième tour. Avec, imaginons que ce soit Denver, la puissance offensive de Denver, je vois pas comment Phoenix peut passer Denver. C'est bien que tu dis ça, notamment sur Kevin Durant. Ça me rappelle l'an dernier, justement, sur cette série Phoenix-Denver, où je pense que les Suns étaient déjà mieux armés, ça paraît paradoxal, mais mieux armés pour sortir les Nuggets que cette année. Et je me souviens que cette série, qui était serrée, que ça arrivait à 2-2, mais dès le début de la série, avec Shai, chaque CQFR, je sais pas si tu te souviens, on avait un peu ce truc de ouais, Kevin Durant, on attend encore son match à 40 points, on attend encore son match à 40 points. Et en fait, il n'y en a pas eu en fait, des matchs à 40 points de Kevin Durant parce qu'il n'y avait plus, il y a plus ce truc. Alors Booker était là derrière et tu te disais, ouais, bah, tu sais, avant le Game 5 par exemple, où il y a 2-2, tu te dis, bah, si là il y a le match à 40 points de Kevin Durant, mais non, c'est pas sûr qu'en fait, il n'a pas nécessairement dans les jambes, tu vois, ce match à 40 points. Il est plus gêné que par le passé par ses adversaires directs. Et du coup, bah, ouais, sans un très grand Kevin Durant, finale de conférence, ça semble impensable, quoi. Alors voilà, à lui de nous donner tort. Et c'est vrai que l'an dernier, Devin Booker avait été incandescent. Les playoffs de Devin Booker l'an dernier, enfin, je pense que dans vos têtes comme dans la mienne, ça l'avait fait passer dans une catégorie à part. Devin Booker, j'étais pas certain qu'il avait ça en réserve. Il avait été incroyable. Donc, s'il arrive à atteindre ce niveau-là durant la durée des playoffs, bah, peut-être, bien sûr, ça change la donne pour Phoenix. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore une fois, que finalement l'équipe est pas assez bien équilibrée et un petit peu paradoxalement comme dans le cas de Milwaukee après le trade de Damian Lillard où je me disais bon bah de toute façon là ils ont perdu beaucoup de choses, donc il va falloir au moins un an avant qu'ils puissent se reconstruire et vraiment remettre les pièces vraiment qu'ils auront choisies à coup sûr pour accompagner leur nouveau duo. J'ai l'impression que Phoenix, avec tout ce qu'ils ont dû lâcher pour pouvoir faire venir Bradley Beal et KD, ils se retrouvaient un petit peu démunis. Et le problème de Phoenix, par contre, c'est qu'ils n'ont pas la marge en termes de temps, et il leur reste pas autant de temps que Milwaukee pour espérer monter une grosse équipe, vraiment qui soit aussi, comment dire, avec autant de cohésion qui pourraient l'espérer pour aller au but qui se sont atteints. Quand tu montes une équipe comme la leur et que tu sacrifies à ce point ton avenir, l'objectif, c'est même pas finaliste, c'est champion NBA. Tout ce qui est en dessous de champion NBA, c'est un échec pour Phoenix. Ouais, la fenêtre, elle est très courte. C'est ça, c'est aussi ça. C'est avec KD. Et puis les risques qui ont été pris sont importants. Ils ont vraiment remodelé l'équipe, sacrifié des joueurs qui me semblaient. Enfin bon, on va pas refaire l'histoire. De toute façon, faut quand même rappeler que le proprio est arrivé. Il a tout de suite fait un trade pour KD. Direct après, des prochaines fenêtres de tir qu'il a eu, il fait Bradley Beal. C'est de l'agressivité. On va voir si c'est payant. Peut-être qu'on se plante complètement et qu'il va y avoir une osmose incroyable, que tous les role-players autour, ça va bien fonctionner. Mais je suis un peu sceptique. Antoine, je pense que tu as raison. La saison régulière, parfois, il y a des anomalies. On a beaucoup parlé de Miami, du fameux switch entre la régulière et les playoffs. Là, j'ai quand même l'impression que c'est pas un hasard et que surtout à l'Ouest, ça va être difficile de faire cette bascule, je pense. Bah voilà en tout cas les grandes questions qu'on avait ciblées de notre côté. Il en reste une. Il en reste une sur Milwaukee. Ah, mais bien vu. C'est moi qui allais passer J'allais activer la fin du podcast. Tout à fait. Bien vu Antoine. On avait une dernière question, effectivement. Alors, il y en aura plein d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs à nous mettre dans les commentaires, en plus de nous donner votre avis sur les questions qu'on a soulevées aujourd'hui. Mais s'il y en a d'autres, vous, qui vous semblaient essentielles. La question autour de Milwaukee, qui a plus ou moins choisi quand même son adversaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ou du moins qui a du moins pas fait tous les efforts nécessaires pour aller remporter le dernier match de saison régulière. La question qu'on se posait, c'était est-ce que jouer les Pacers au premier tour est une aussi bonne pioche que ça pour Milwaukee? Allez, question que je pose à Shai en premier du coup. Oui, ils ont quand même plus ou moins choisi. Ils n'ont pas tout fait pour finir plus haut. Si ça avait été un match de playoff, je pense que Giannis aurait peut-être serré les dents, trouvé le moyen de jouer. J'ai eu l'impression que l'effort global, alors c'est les Bucks cette année en termes d'effort, on a vu que c'était pas fantastique.
Donc ils ont fait ce calcul risqué et je suis pas sûr que ce soit une très très bonne chose de. Bon, en gros, je suis pessimiste pour à peu près n'importe quel adversaire, donc il faut aussi prendre ça en compte. Mais les Pacers qui peuvent peut-être passer pour des adversaires faciles parce que ça fait quelques années qu'ils sont pas allés en playoff. Leur joueur majeur, Haliburton, n'a pas l'habitude des playoffs non plus. C'est un groupe qui est inexpérimenté de ce côté-là, à part pour Siakam. Mais c'est pas un si bon match-up que ça, je pense, parce que on a vu des problèmes de rigueur défensive, d'effort, comme je le disais, et les Pacers, ils vont jouer le coup à fond. Ils seront très contents d'être là. Ils vont attaquer comme des malades parce que c'est leur style. S'ils peuvent mettre 157 points comme la nuit dernière, comme la veille contre les Hawks, ils s'en priveront pas et ils exploiteront une équipe qui les prendra de haut ou qui fera pas les efforts, comme malheureusement les Bucks ont montré qu'ils étaient capables de le faire avec d'autres équipes. Donc ouais, c'est pas un aussi bon match-up que ça. Si on me demande, je pense que je mets Milwaukee quand même. Je vois pas un upset retentissant, surtout si Giannis commence dès le premier match. Mais par contre, je vois pas une promenade de santé et je pense qu'ils vont lutter pour se qualifier même, sauf s'il y a la prise de conscience sur l'intensité, l'effort, la rigueur défensive. Là, à la limite, oui, ils se faciliteront peut-être la tâche, mais ça me semble être un pari un peu risqué quand même. Déjà, je sais pas s'ils ont complètement choisi. Parce que quand même, s'ils avaient gagné ce match, ils faisaient passer Philly dans le top 6. Donc de toute façon, ils n'auraient pas joué contre les Sixers. S'ils battaient le Magic, c'est le Magic qui se retrouvait au play-in. Donc je ne sais pas s'ils ont complètement choisi. Parce que bon, par contre, c'est vrai que si tu étais deuxième, tu as toujours le risque de jouer Miami sur le play-in. Miami serait resté au play-in dans le même temps. Mais bon, voilà. Je tenais juste à rappeler ça, parce que je le vois beaucoup sur le net. Et moi-même, je le pense un petit peu. Je me dis, bon, quand même peut-être une volonté de dodge un peu, mais voilà, faut pas oublier aussi le contexte. Ils ont joué contre une équipe du Magic qui jouait absolument sa peau. Orlando devait gagner et les Bucks pour le coup n'avaient pas Giannis. Et c'était à Orlando, il y avait vraiment voilà, je veux juste nuancer là-dessus sur le fait que de toute façon ils n'auraient pas joué les Sixers en fait, quoi qu'il arrive, même s'ils avaient gagné ce match. Donc on peut se dire, est-ce qu'ils ont voulu éviter Miami? C'est une possibilité aussi. Il y aurait eu Miami-Orlando au play-in. Orlando aurait été 8e, pour le coup, ce serait Miami qui aurait reçu ce match. Voilà. Peut-être qu'ils ont voulu éviter Miami. On ne le saura jamais vraiment. Par contre, ça ne change pas la question. Et je pense que ce n'est pas le meilleur match-up du monde pour Milwaukee, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette petite rivalité avec les Pacers qui s'est développée. Il y aura une volonté, je pense, du côté des Pacers forte d'aller gagner. Mais quelque part aussi, peut-être du côté des Bucks, on connaît Giannis, on sait que c'est un joueur c'est un grand joueur, Giannis. Giannis, moi, je le vois vraiment comme un grand joueur. Je vois comme un mec qui est genre, bah non, ces mecs-là, ils parlent avec nous, mais même un mec comme Beverley, que je ne supporte pas, je sais que c'est le genre de mec qui va leur rappeler dans le vestiaire, genre, ouais, on ne peut pas perdre contre ces mecs-là. Il va parler comme si ça fait 20 ans qu'il joue aux Bucks. Ça, c'est le original gangster, c'est le Udonis Haslem de Milwaukee, genre en mode, ouais, ces mecs-là, il n'était même pas là sur les premiers matchs de la saison, tu vois, mais ouais, ils ont trop pas respecté. Et tu vois, quelque part, je sais que Milwaukee, c'est peut-être ce qu'il leur faut, parce que quand ils se boostent, en fait, au niveau, c'est que Milwaukee, que les Bucks soient plus talentueux que les Pacers, ça me fait absolument aucun doute. Par contre, pour gagner, ils vont pas pouvoir se reposer que sur leur talent, et j'espère que c'est pas l'erreur qu'ils vont faire, tu vois. Genre de se dire, ah, peut-être notre talent contre le Heat, ils sont aussi très talentueux, les Sixers, ils sont aussi très talentueux, venez, on joue une équipe moins talentueuse et ça suffit. Je pense pas qu'ils vont penser comme ça, tu vois, mais ça serait pour moi la plus grosse erreur, c'est de se dire que le talent va suffire, parce que je pense que la différence de talent est pas assez grande pour que le talent suffise. Il y a des séries, tu vois, tu sais que juste au talent, ton équipe, elle devrait s'en sortir. Là, je suis pas sûr. Là, je pense que surtout par rapport au style de jeu des deux équipes, Shai parlait de la rigueur défensive. Le repli défensif, pour moi, des Bucks va être une clé de la série. C'est un truc... Alors, ils ne le faisaient pas du tout sur Griffin. Ils avaient commencé à le faire mieux avec Doc Rivers, sauf qu'en fait, ils sont, pour des raisons étranges, pas réguliers du tout. Au niveau du repli défensif, il y a des matchs où ils sont catastrophiques. Je crois qu'ils ont perdu contre les Nets comme ça, où ils ont gagné de peu contre les Nets. Je ne sais plus exactement contre quelle équipe c'était, mais il y a un match où ils sont désastreux au repli défensif. Et ils se font avoir contre... Parce qu'il y a la série où ils enchaînent Wizards, Grizzlies, Raptors. Ouais, c'est ça. Grizzlies, pardon. Ouais. Non, mais oui, ça là-dessus. Et là, clairement, il faut qu'ils aient ce truc, au moins prendre les bonnes habitudes dont parlait Giannis. Et il avait dit à un moment, il n'y a pas si longtemps, on est une équipe qui n'a pas de bonnes habitudes. Et ce premier tour, c'est pour moi le révélateur, c'est-à-dire que les Bucks pourraient passer à l'arrache de peu en faisant des erreurs, mais du coup, je serais quasiment certain de me dire, ok, ils vont se faire balayer, ça va pas tarder, ils vont se faire dégager. Alors que si je vois des Bucks engagés, motivés,
ça peut les mettre eux déjà dans un bon rythme et ils ont besoin de ça, ils n'ont plus de joie, tu as l'impression qu'ils tirent la tronche sur le terrain et au final ça reste une équipe quand même très talentueuse, je reviens à cette histoire de talent, ça reste une équipe très talentueuse sur le papier, il faut juste qu'il y ait un petit switch un peu dans les têtes, j'ai l'impression que ça joue entre les oreilles en fait pour les Bucks, tu vois, et si cette équipe, voilà, pour terminer là-dessus, si elle arrive à se prendre des bonnes bases, une bonne rigueur, ils peuvent arriver dans un autre mood au second tour. Et là, c'est une équipe qui peut, je pense, à un moment, aller gêner Boston, pour le coup, vraiment. Ouais, bah, je partage. Je pense que le premier match va vraiment être hyper important pour Milwaukee, en fait. Je pense que Milwaukee doit marquer le ton dès le premier match, parce que si tu laisses les Pacers jouer de manière insouciante, tu mets le doigt dans un engrenage à problème dont il peut être difficile de se dépêtrer. Je pense qu'il faut qu'ils arrivent à... Comment dire ? Comment dire, alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Je dis pas il suffit de choisir pour arriver à le faire, mais je parlais d'insouciance, il faut qu'ils forcent les Pacers à se faire du souci en fait, à se poser des questions, à savoir comment attaquer cette défense, comment procéder, et là je pense qu'effectivement la nouveauté, la jeunesse de cette équipe des Pacers peut vraiment les faire dérailler. Mais si tu les laisses prendre confiance, t'en coller, j'invente un scénario, si t'en prends 15 au premier match par exemple, derrière, ça peut vraiment être galère. Alors, je dis pas que Milwaukee peut pas passer les Pacers. Bien sûr que je pense que Milwaukee peut passer les Pacers. Moi, en début d'année, je les avais même pronostiqués comme finaliste NBA potentiel. Mais par contre, quand tu es dans ce statut-là et que tu veux jouer le titre, parce que c'est quand même l'objectif de Milwaukee, tu peux pas te permettre de laisser trop de plumes au premier tour. Il faut que tu arrives à boucler des séries face à des équipes qui sont censées être moins fortes, rapidement et de manière efficace. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur du côté de Milwaukee et dans ce match-up face aux Pacers, où je me dis, comme vous le disiez tous les deux, les Pacers sont déjà contents d'être là, ils découvrent tout, ils ont pour le coup, Haliburton a ses défauts, mais c'est un joueur enthousiasmant, plein d'enthousiasme. Si tu le laisses commencer, que ça commence à être un peu la fête et que ça part sur des alley-oops, des contre-attaques à pleine vitesse, Haliburton qui tire à 3 points après avoir passé le milieu de terrain, tu peux vraiment te compliquer la tâche, quoi. Et de Milwaukee d'ailleurs, Haliburton au passage. Il y aura une petite motivation supplémentaire. J'ai juste un conseil pour les Pacers au passage. S'ils prennent le premier match, j'espère que l'un des joueurs ira donner le ballon à Giannis. C'est tout ce que j'espère. C'est très bon ça. Beverly, il laissera personne rentrer avec le ballon, je pense que ce coup-ci, s'il faut. Mais juste un dernier mot peut-être pour Haliburton, je trouve qu'il a eu un petit passage difficile après sa blessure, etc. Je trouve qu'il revient discrètement plutôt pas mal. Voilà. C'est pas aussi fort que sa première partie de saison, mais j'ai l'impression que là, en playoff, ça peut avoir de bonnes surprises de son côté. Il faut leur souhaiter, hein. Ils auront besoin de lui. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. C'est clair. Voilà, tout ça, de toute façon, ça commence... c'est quoi ? C'est samedi, premier match des playoffs, je me trompe pas ? C'est ça. C'est ça. Play-in, premier match du play-in mercredi ? Mardi. La nuit de mardi à mercredi. Voilà, dans la nuit de mardi à mercredi, nous, de toute façon, on continue d'analyser ça tout du long. On poursuit avec les CQFR, quoi qu'il arrive. Vous inquiétez pas, même là, au premier tour, il y aura pas ce type de situation, mais à mesure que les playoffs vont avancer, même s'il n'y a pas de match, on sera présent pour faire des CQFR, débriefer avec vous l'actualité de ce qui se passe dans le basket. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, votre avis sur les questions qu'on a soulevées. S'il y a d'autres questions qui sont importantes à votre avis, n'hésitez pas, comme le disait Antoine ce matin, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On a les 10 000 abonnés en ligne de mire. Là, on espère les atteindre d'ici la fin des playoffs. Ça serait vraiment top. Et tout le reste, sur Basket Session, si vous voulez, nos articles d'analyse de fond, toutes les news sont traitées sur Basket Session, comme vous le savez. Il n'y a pas que les plateformes de podcast et de streaming. Si vous voulez en avoir un peu plus, allez voir sur Basket Session ce qui s'y passe. Encore une fois, on vous prépare des choses vraiment sympas pour la suite sur BS. On vous en dit beaucoup plus très bientôt. D'ici là, préparez-vous pour le play-in, pour les playoffs, et on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Is out there, and it's either play or get played.